fou, rappelle-moi, s'il te plaît. Alors? Répondeur. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est bien ton frère, ça, hein? Ah, parce que c'est pas ton frère, peut-être? Oui. Ce frère, qu'on voudrait tous avoir, c'est José Garcia, qui est à l'affiche du nouveau film de Jean-Paul Rouve, Lola et ses frères. Il est 14h. Ah, écoute, j'ai eu que des galères, franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra? Sarah. Et puis le mec, tu lui parles, t'imagines, toi? Il ferait pas la tête si t'allais à son mariage, t'oublies le nom de sa femme. Merde, écoute, franchement, Sandra, Sarah... Acteur de la métamorphose et de l'invention, il y a souvent dans le jeu de José Garcia quelque chose qui dépasse la simple interprétation pour aller vers la création et nous rendre des personnages plus vrais que nature. José Garcia fait partie de ces acteurs qui a autant appris son métier au cours Florent, à l'école du cirque d'Annie Fratellini, qu'en cultivant son appétit de la salle de cinéma afin d'y nourrir son énergie et son humanité. Bonjour José Garcia. Bonjour. J'ai envie de commencer ce petit entretien par un cadeau. C'est un livre d'entretien avec Pierre Salvadori. Pierre Salvadori, on va le rappeler, vous avez tourné ensemble en 2003, après vous. Je vous l'offre, voilà. Merci beaucoup. Il était là, sur ce plateau, chez nous, et on a bien vu que c'était un cinéaste cinéphile. Quand on est acteur et qu'on travaille avec un cinéaste cinéphile, est-ce qu'il vous donne à voir des comédies de Lubitsch? Il me parle, il m'a pas tout de suite parlé de Lubitsch et tout ça, mais c'est vrai que j'ai toujours une inquiétude quelquefois. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Lubitsch, vous savez, dans le cinéma français. Il y a des gens qui tournent comme à l'époque de Lubitsch et des gens qui tournent aujourd'hui de manière contemporaine en ayant des références de Lubitsch. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui se sont inspirés de grands cinéastes, mais... qui cassent le modèle. Ben voilà, Pierre Salvadori. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes à l'affiche du nouveau film de Jean-Paul Rouve, Lola et ses frères. Et là, tout de suite, on pense à Rocco et ses frères, Alain Delon, l'immense Annie Girardot, un film de Luchino Visconti. C'est un cinéma qui vous attire, c'est un cinéma qui vous ennuie, que vous connaissez ou pas? Non, c'est un cinéma que je connais, c'est un cinéma qui m'attire parce qu'il est d'une richesse esthétique et intellectuelle incroyable. C'est basé sur pas mal de non-dits aussi. Donc c'est sur la pudeur aussi, sur la difficulté à exprimer certains sentiments, que ce soit dans Le Guépard, dans cette grande bourgeoisie italienne qui est pleine de sous-couches, ou Rocco et ses frères, où justement Rocco est obligé d'essayer de sauver ses frères qui sont une calamité. Puisqu'on est avec les Italiens, est-ce qu'il y a des acteurs qui vous ont inspiré? Alors, autant Pierre Salvadori est fou de Lubitsch, autant moi, je puise presque tout ce que j'aime dans la comédie italienne. Mais qui, par exemple? Donnez-nous des noms des films. Évidemment, je vais tomber sur des Dino Risi, mais même que ce soit les chocs de la Dolce Vita ou Monicelli, par exemple, Mes chers amis. Ah, Mes chers amis, ça c'est magnifique. Ça. Ouais. Ah, oui. Ça, j'ai mis des années à trouver le film, et puis alors maintenant il est en réédition en DVD, donc ça va. Et en fait, il y a plein d'acteurs. D'abord, c'est la grande époque où il y avait des coproductions encore avec le cinéma français. Puisqu'on y retrouve notamment Philippe Noiret, Ugo Tognazzi. Et après, Bernard Blier. Donc voilà, c'est la démesure des personnages. Il y a une scène très connue que les gens doivent connaître comme ça parce qu'ils l'ont vu peut-être en extrait. C'est 4 copains qui partent pour faire la foire. Et évidemment, pour aller se distraire, ils vont mettre des gifles sur le quai de gare. Et à l'époque, les gens, ils partaient en regardant quand même ce qui se passait sur le quai. Et les mecs sautent et ils giflent tout le monde. Bon voyage, monsieur! Papa, oh papa! Mais tu passes ton temps dans les gares, toi, toujours dans mes pattes, Puisque vous avez évoqué Dino Risi, voilà les premières œuvres de Dino Risi. C'est sorti en 1957. Ce sont 3 films, c'est une trilogie, une comédie. C'est ce qu'on a appelé le néoréalisme rose. De Sica fait le néoréalisme, qui est forcément un peu pessimiste parce qu'on est à la sortie de la guerre. Le néoréalisme rose, c'est empreint d'optimisme, c'est autour de la jeunesse, de la possibilité de s'enrichir et de se dire que le monde peut être meilleur. E allora mi faccio fare subito un paio di calzoni, me li fa lei? Sì, sì. Ma le misure le prende lei? È naturale, no? E allora se è così me li faccio pure io, no? Ce n'ho di belle fatti. Se ve li volete provare... E come no? Accomodatevi. Intanto levatevi i vostri, io torno su. Sì? Lo sapevo che quella ci stava. Ammazza, io con le donne c'ho un fiuto. Dai, dai. Oh, ragazzi, chi mi dà una mano? Pronti? Subito! Qu'est-ce que ces acteurs italiens ont en plus
des acteurs français, puisque vous y puisez, vous, une forme d'inspiration? Ils ont la démesure, ils ont le Ah, rire, c'est ça. ils ont la démesure, ils ont la commedia italienne, ils ont la capacité à être mauvais avec les faibles et complètement révérencieux avec les forts. Ils savent très bien changer de direction. Ils ont une lâcheté extraordinaire. En fait, c'est des acteurs qui ont faim. C'est ça, le grand mot que j'aime. C'est qu'en fait, c'est des types qui sont à l'affût de pouvoir manger un trognon de pommes. Nous, on joue comme des acteurs repus. Io sono noto per una certa pigrizia, oramai questa etichetta me la sono appizzicata io perché mi penso che fosse comodo per allontanare i curiosi, il pigro non interessa. Non mi presento come un professionista, mi presento come uno preso dalla vita, dalla strada, come si dice. È anche un gioco molto egoistico quello mio del lavoro, perché io lavorando, mi vergogno di usare questo termine, proprio credo di realizzarmi, almeno un po'. Tanto mi maschero, e che già è molto comodo. Et Mastroianni vous a appris des choses quand vous le regardez au cinéma? Quand vous regardez Michel-Ange, quand vous regardez toutes les grandes statues ou toutes les grandes fresques italiennes, vous voyez la grâce. Et ben pour moi, Mastroianni, c'est ça. C'est la grâce. Je ne sais pas comment c'est fait. Moi, je suis en force, en puissance, en énergie, en tout ce que vous voulez. Lui, c'est l'inverse. Et c'est ça qui me fascine. Cameriere, porta una bottiglia all'avvocato. Vuoto. Il est touché par les dieux. Il survole n'importe quoi. Et puis quand en plus il a trouvé 2-3 metteurs en scène avec qui il était grandiose, Mikhalkov, parce que pour moi, d'ailleurs il a eu un prix d'interprétation, mais... Ah, vous pensez aux Yeux Noirs? Mais oui, les yeux noirs. Ouais, prix d'interprétation à Cannes en 1987. On reste avec un Italien qui est mis à l'honneur par la Cinémathèque, Sergio Leone, Ah, j'adore. à travers une exposition qui célèbre son cinéma, ses origines et son héritage. Je suis amoureux de l'idée de l'Amérique. Cette phrase, signée Sergio Leone, résume au mieux toute la dimension de son cinéma. Si pour beaucoup l'œuvre du réalisateur italien se résume au renouvellement du western, que les plus médisants réduiront au western spaghetti, un qualificatif qu'il rejetait, Leone, bien au-delà d'un genre tombé en déshérence, va révolutionner le cinéma mondial en inventant un nouveau langage cinématographique. Disparu il y a bientôt 30 ans, Sergio Leone est à l'honneur d'une exposition à la Cinémathèque jusqu'à fin janvier 2019. Une exposition qui explore ses influences et se plonge dans ses racines. Gianluca Farinelli, commissaire de l'exposition, pointe avec une pertinence gourmande ce qui fera ce style souvent copié, mais rarement égalé. Sergio Leone, 1-1, prima. À l'époque, c'est une œuvre qui n'a pas été très reconnue par la critique. Et par exemple, il faut bien dire qu'il n'a jamais gagné aucun prix international. La critique a eu du mal à voir comment il était révolutionnaire, comment il était en train de changer le cinéma. Je pense que Sergio Leone a eu vraiment une importance essentielle pour faire entrer le cinéma dans la modernité. Tarantino dit que quand il a besoin d'un premier plan, d'un gros plan, demande à son directeur photo « Donnez-moi un Sergio Leone ». Et la présence de Sergio Leone est très forte dans le cinéma contemporain. Moi, je pense que George Lucas n'aurait jamais pu faire Star Wars s'il n'avait pas vu les films de Sergio Leone et écouté la musique d'Ennio Morricone. Fils d'un réalisateur et d'une comédienne, Sergio Leone est un enfant du cinéma qui a connu la guerre et l'avènement du néo-réalisme. Il débute comme assistant réalisateur à Cinecittà et travaille avec nombre de réalisateurs italiens et américains comme William Wyler, Robert Wise ou encore Fred Zinman. Il dira de ses débuts « J'ai plus appris en quelques semaines avec Vittorio De Sica qu'en plusieurs années avec les réalisateurs américains ».
Je pense que De Sica était un grand maître pour Sergio Leone pour plusieurs raisons. C'est le premier à essayer de montrer un West plutôt réaliste, un West multiethnique, dans lequel il n'y a pas seulement les Blancs, un West dans lequel les acteurs sont sales. Il avait même une machine pour mettre la poussière aux acteurs. Et surtout, moi je pense que Sergio Leone a appris de Vittorio De Sica comment diriger les acteurs. Et Sergio Leone est un directeur d'acteurs extraordinaire. Tout est bon, même les figurants les plus inconnus marchent d'une manière sublime. Et puis, il a découvert Clint Eastwood. Il a vraiment découvert, il a transformé. Quand Clint Eastwood rentre à Hollywood, quand il commence à travailler avec Dan Siegel, il n'est plus le Clint Eastwood d'avant Sergio Leone. Et dans chaque film, il fait des découvertes. Il prend des acteurs oubliés, comme Lee Van Cleef, ou il prend des acteurs qu'on ne s'attend pas sur un plateau d'un film western. Et il découvre une vérité des acteurs que les acteurs peut-être n'avaient pas compris d'eux-mêmes. Je pense à Zavattini et à De Sica. Zavattini disait « Nous sommes un duo, nous sommes comme les cappuccinos, impossible de dire où arrive le lait, où c'est plutôt le café. » Et Morricone et Sergio Leone sont exactement ça. Si tu regardes une image d'un film de Sergio Leone, immédiatement, tu as en tête la musique de Morricone. À partir du moment, il utilise même la musique de Morricone, que Morricone composait avant les tournages, pour faire entrer les acteurs dans l'empathie, dans la bonne empathie. Sergio Leone écoutait la musique en tournant. Ça veut dire que les rythmes de la scène étaient dans la musique. La langue de la musique est la langue du cinéma. Il a dit que Morricone était un des scénaristes de ce film. À côté de la musique d'Ennio Morricone, les films de Leone sont caractérisés par une grammaire esthétique entièrement nouvelle, avec un sens du cadrage marqué au plus près des visages de ses acteurs et aux perspectives trompeuses. Sergio Leone, c'est quelqu'un qui a pu mettre ensemble des cultures très différentes. Donc une culture haute, il connaissait très bien l'histoire de l'art, il y a plein de citations de tableaux, il y a beaucoup de Giorgio De Chirico dans les décors de ses films. Il fait partie d'une nouvelle génération de metteurs en scène postmodernes qui, dans leur imagination, il y a les films qu'ils ont vus. Et par exemple, son premier film western, pour une poignée de dollars, c'est un film qui est inspiré aussi de Yojimbo, de Kurosawa. Avec Sergio Leone, le cinéma peut s'arrêter, peut même raconter rien pendant quelques minutes, comme dans les débuts de C'era una volta il West, dans lesquels rien ne se passe, dans lesquels les protagonistes sont les bruits. Et cette dilatation temporelle, qui avant appartenait plutôt à la littérature, c'est une invention que Sergio Leone donne au cinéma. Travailler sur une dynamique du cadrage beaucoup plus compliquée et riche de celle d'avant. Les regards, l'idée qu'on peut s'approcher beaucoup plus des acteurs. Looks like we're shy of one horse. You brought too many. Je pense que toute sa vie, Sergio Leone a essayé d'affirmer que ce qu'il était en train de faire, c'était pas seulement du cinéma populaire, c'était de l'art.
José Garcia, Sergio Leone, c'est le cinéma avec lequel vous avez été élevé? Ah bah oui, si, parce que j'ai vu, je sais pas combien de C'était fois. Une fois l'Amérique. Bah oui. Ah bah tiens. C'est Ouais. mon film culte. Ouais. C'est le film par excellence. La musique d'Il était une fois l'Amérique, c'est même encore maintenant, vous la passez, je pars en larmes. C'est juste magique. Ces trois époques, ces trois périodes, ces acteurs, le rôle de De Niro. C'est magique, mais c'est vrai qu'avant, il y avait le bon, de la brute et le truand, parce que moi, j'adore Danny Wallace. Je trouve que, voilà, j'aime bien son énergie, je m'en suis inspiré pendant des années. En fait, je suis en train de penser à Peckinpah. Je suis en train de penser à Peckinpah et Leone. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte qu'ils sont très forts pour filmer la menace de loin. Leone, dans plein de plans, vous voyez des personnages qui sont tout petits, et vous voyez déjà la menace arriver. C'est marrant, hein. Et Peckinpah, alors là, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il vous présente la menace, il vous la montre, et il vous dit, il va se passer quelque chose de terrible. Et vous allez y assister. C'est ça qui est terrible. C'est l'inéluctable. Ah, c'est l'inéluctable. On C'est est pris en monstrueux. otage, ouais. Monstrueux. Alors pour beaucoup, vous êtes un grand acteur de comédie, mais vous êtes bien plus que ça. Qui pourrait être un père spirituel? Moi, il y a quelqu'un avec qui je vous mets très bien, qui appartient au cinéma classique et qui est encore là, hein, parmi nous. C'est Mel Brooks. Alors Mel Brooks, c'est marrant parce que j'avais 13 ans. Je suis allé sur les Champs-Élysées pour voir 2 films. Et dans la même semaine, j'ai vu Jacques Tati, Les Vacances de Monsieur Hulot. Et j'ai vu Frankenstein Jr. Ah. Et dans les 2 cas, je suis tombé de mon siège, mais à me tordre la gueule de rire. J'avais jamais autant ri comme ça. Jacques Tati, parce que c'est encore une fois, c'est comme Chaplin, c'est la pantomime. Ouais. Et Frankenstein Jr., c'est une vraie réussite. En plus, c'est en noir et blanc, ce qui est assez original. Mais ce qu'il y a d'énorme, c'est qu'il a toujours su s'entourer d'acteurs absolument déments. Merci d'être venu chez nous, José Garcia. Bah, c'était un plaisir. J'aurais bien voulu que ça dure encore longtemps. Très bien. On va pouvoir continuer. On fait des pâtes ou pas? Allez, on fait des pâtes. c'est parti. Super.